On dit que chaque personne porte une chaîne invisible. Mais ce que personne n'admet, c'est que cette chaîne n'est pas soutenue par le monde, mais par les regards que l'on permet de nous définir. C'est comme marcher avec un fil attaché au cou et laisser n'importe qui, même ceux qui ne signifient rien, le tirer quand il veut. Cela devient une routine, une habitude, une identité. Et le pire, c'est qu'on le normalise. On pense que vivre en fonction du jugement des autres est une partie naturelle de l'existence, alors qu'en réalité c'est la forme la plus silencieuse d'auto-abandon. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu t'es modelé plus souvent par peur que par conviction. Tu as dit oui quand tu voulais dire non. Tu as souri pour éviter le conflit. Tu as agi pour t'intégrer, pas pour être. Et il arrive un moment où le mensonge de plaire pèse plus lourd que le rejet que tu essaies d'éviter. C'est là que commence la fracture interne, la distance entre ce que tu es et ce que tu montres. Cette distance est la prison. Le stoïcisme ne va pas caresser ton ego. Il n'est pas là pour te dire que tout va bien. Il est là pour te confronter, pour te montrer que tant que tu vivras attaché à l'opinion des autres, tu n'auras pas de paix, tu n'auras pas de direction et tu n'auras pas non plus d'identité. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent se sentir bien. Elle est pour ceux qui veulent être libres, pour ceux qui en ont assez de se trahir pour plaire, pour ceux qui commencent à réaliser qu'il est toujours plus cher de se perdre soi-même que de perdre quelqu'un d'autre. Ici, tu vas comprendre comment récupérer ta souveraineté personnelle, comment arrêter d'être un reflet et redevenir une présence. Nous allons briser les impulsions, démonter les croyances, te sortir de la tête d'esclave et te mener à l'esprit qui pense, décide et agit sans trembler face aux opinions externes. Si tu restes jusqu'à la fin, ce ne sera pas parce que ce scénario est beau, mais parce que tu as besoin de récupérer ce que tu as perdu sans t'en rendre compte. Ton autonomie, ta paix et ton unité avec toi-même. Et cela commence aujourd'hui. 1. Lâche le besoin d'approbation. C'est curieux comment les gens vivent comme s'ils portaient un miroir accroché à leur poitrine. Un miroir qui ne reflète pas leur visage, mais le visage des autres. Chaque pas qu'ils font dépend de ce que ce miroir leur renvoie, comme si l'image des autres était une boussole qui décide vers où marcher. Mais ce miroir est sale, cassé, déformé, et pourtant beaucoup s'agenouillent devant lui, attendant une validation qui n'arrive jamais complète. Et plus ils la cherchent, plus ils deviennent petits. C'est la prison la plus ancienne de l'être humain, vouloir plaire pour se sentir suffisant. Le besoin d'approbation n'apparaît pas de nulle part, il se construit. Il grandit depuis l'enfance, quand tu apprends que bien te comporter te donne de l'attention, que répondre aux attentes te donne de l'affection, que éviter les conflits te maintient en sécurité. Le problème est que l'on traîne ces règles invisibles jusqu'à l'âge adulte, où elles ne sont plus utiles, seulement limitantes. Tu commences à mesurer chaque mot, chaque geste, chaque décision en fonction du possible jugement externe. Et le pire est que tu ne sais même pas qui te juge, tu supposes simplement que quelqu'un pourrait le faire. Cette peur te rend obéissant aux regards imaginaires et esclave des opinions qui changent selon le vent. Et tu le sais. Tu sais que tu te fatigues, que tu t'épuises en essayant de plaire à tout le monde, que tu finis par te trahir pour éviter l'inconfort, mais tu répètes quand même le schéma. Pourquoi ? Parce que tu cherches la permission que tu ne t'es pas encore donnée, la permission d'être toi-même. Lâcher le besoin d'approbation n'est pas une jolie phrase, c'est un acte violent contre l'ego complaisant qui te maintient docile. C'est briser l'impulsion automatique de te demander ce que dira quelqu'un d'autre. C'est apprendre à t'écouter d'abord, même quand les autres ne comprennent pas ton chemin. C'est arrêter de demander une validation pour exister. Celui qui vit pour plaire devient un contorsionniste émotionnel qui se plie, s'adapte, se rétrécit pour ne pas briser les attentes des autres. Mais en le faisant, il se brise lui-même. Et c'est là que tu dois être brutalement honnête. Ton besoin d'approbation te coûte la liberté, l'énergie, le temps et surtout l'authenticité. Le stoïcisme t'enseigne quelque chose d'inconfortable mais libérateur.
Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, et consacrer ta vie à le gérer est inutile. L'opinion des autres ne définit pas ta valeur, ne détermine pas ton destin et ne mérite pas de gouverner ton comportement. L'approbation externe est instable parce qu'elle dépend des esprits qui changent constamment. Et si ton identité dépend de cela, tu vivras dans un va-et-vient émotionnel sans fin. Ta tâche n'est pas de plaire à tout le monde, ta tâche est de te respecter toi-même. Celui qui se respecte ne se soumet pas, ne mendie pas l'attention, ne cherche pas à être compris par tous, parce qu'il comprend que la vie ne fonctionne pas ainsi. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avancer, tu as besoin d'une colonne vertébrale. Quand tu commences à lâcher ce besoin, tu te rends compte de quelque chose d'important. La plupart des gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour te juger en profondeur. Ce que tu crains tant n'existe que dans ton esprit. La liberté commence quand tu arrêtes d'agir pour le public et que tu commences à agir pour ton but. Les gens respectent celui qui ne se traîne pas pour obtenir l'approbation, celui qui maintient sa posture, celui qui ne sacrifie pas son identité pour s'intégrer. C'est la force que tu veux construire, la force qui crée le respect sans le demander. 2. Observe ton envie de plaire. Parfois, l'esprit fonctionne comme un chien dressé qui anticipe tout. Dès que quelqu'un fronce les sourcils, tu essaies déjà de le réparer. Dès que quelqu'un change de ton, tu modères déjà tes mots. Dès que tu ressens une tension minimale, tu offres déjà des explications, des excuses ou des faveurs que personne n'a demandées. Cette envie automatique de plaire est comme un réflexe conditionné qui te fait te sentir responsable de l'état émotionnel des autres, même quand cela n'a rien à voir avec toi. C'est épuisant, c'est usant, et pire encore, c'est invisible si tu ne l'observes pas de face. Plaire semble gentil, mais à l'excès, cela devient une forme d'auto-abandon. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la peur déguisée. Peur de décevoir, peur de mal paraître, peur que quelqu'un s'éloigne, peur d'être jugé, peur de perdre la place que tu crois avoir dans la vie des autres. Cette peur te transforme en un acteur qui change de rôle selon qui est en face de toi. Tu ajustes ta voix, tes opinions, tes décisions, tes limites, tout pour éviter le conflit et pour maintenir l'image de bonne personne. Mais en réalité, ce masque pèse plus que tout rejet que tu essaies d'éviter. Et au fond, tu le sais. L'envie de plaire naît dans l'enfance, lorsque tu as appris que ta valeur se mesurait par ton obéissance ou ton utilité. Mais tu n'es plus cet enfant qui avait besoin d'approbation pour survivre. Tu es maintenant un adulte qui peut soutenir son propre jugement, mais tu restes coincé dans ce réflexe primitif. C'est pourquoi tu as besoin de l'observer, non pas pour lutter contre lui, mais pour l'identifier avec froideur, voir comment il apparaît, voir dans quelle situation il surgit, voir à quelle personne il te soumet, voir quelles pensées le nourrissent. Cette observation est la première forme de liberté. Tu ne peux pas briser une chaîne que tu ne vois pas. Le stoïcisme enseigne qu'on doit se connaître avec la même précision qu'un soldat connaît son arme. Non pas pour se punir, mais pour comprendre comment fonctionne l'esprit et reprendre le contrôle. Lorsque tu observes ton envie de plaire sans la justifier, tu découvres qu'elle ne vient pas de la bonté, mais du besoin. Tu n'aides pas par vertu, tu aides par peur. Tu ne cèdes pas par générosité, tu cèdes pour éviter la tension. Et quand tu comprends cela, tu peux arrêter de réagir comme un automatique et commencer à répondre comme quelqu'un avec son propre jugement. Si tu n'observes pas cette envie, tu deviens quelqu'un qui est toujours en dette envers toi-même. Chaque fois que tu plais quand tu ne le veux pas, tu te retires un morceau d'authenticité. Chaque fois que tu te tais pour ne pas déranger, tu t'éloignes un peu plus de ta vraie voix. Chaque fois que tu cèdes pour maintenir la paix externe, tu perds la paix interne. Et il arrive un moment où tu te rends compte que tu ne sais plus qui tu es, sans le rôle de plaire. C'est le point où tu dois t'arrêter, respirer et commencer le travail sérieux de reconstruction. Observer ton envie de plaire signifie remettre en question tes automatismes, signifie te dire la vérité inconfortable. Tu n'as pas l'obligation de soutenir le confort émotionnel de personne.
Tu n'as pas à adoucir ta présence pour que les autres ne se sentent pas en insécurité. Tu n'as pas à t'adapter pour maintenir des liens qui ne se soutiennent pas eux-mêmes. Plaire ne te protège pas, cela te dilue. Commence à regarder quand cette envie surgit, ce qui l'active, ce que tu ressens dans ton corps quand elle apparaît. Cette conscience est le pouvoir, parce que celui qui s'observe se gouverne. 3. Fais confiance à ton propre jugement. L'esprit humain ressemble parfois à un feu de signalisation qui ne décide jamais de passer au vert. Il reste clignotant en jaune, attendant un signal externe pour confirmer s'il est sûr d'avancer. Et ainsi passent les secondes, les minutes, des années entières arrêtées, face à des décisions que tu aurais pu prendre avec conviction, mais que tu as laissées au jugement des autres. Faire confiance à ton propre jugement n'est pas facile quand toute ta vie on t'a appris à douter de toi, à regarder vers l'extérieur, à chercher une opinion avant une impression interne. Mais si tu ne retrouves pas cette confiance, tu continueras à vivre comme un passager dans ta propre vie. Le manque de confiance en ton jugement ne vient pas de l'incompétence, mais de l'habitude. Tu t'es habitué à demander ce que les autres feraient, à consulter même ce que tu savais déjà, à demander la permission d'agir, comme si tes décisions nécessitaient une approbation préalable. Cette habitude te fait te sentir en sécurité, mais elle te rend aussi dépendant. Parce que chaque fois que tu délègues ton jugement, ta voix intérieure s'affaiblit un peu plus. Et ensuite tu te demandes pourquoi il est difficile pour toi de prendre une décision. C'est simple, tu n'exerces pas ta capacité à le faire. Le stoïcisme enseigne que la clarté vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Tu ne peux pas appeler opinion ce que tu répètes sans réfléchir. Tu ne peux pas non plus appeler décision ce que tu fais pour éviter de te sentir mal. Une vie guidée par le jugement des autres devient un puzzle assemblé par d'autres mains. Peut-être qu'il semble beau de l'extérieur, mais il ne se sent pas propre de l'intérieur. Et la vérité est que personne ne peut te dire ce qui est bon pour toi, parce que personne ne connaît tes limites, ton histoire, tes blessures, ni tes valeurs comme toi. Lorsque tu permets aux autres de décider pour toi, tu renonces à la responsabilité la plus sacrée, te gouverner. Faire confiance à ton propre jugement implique de faire des erreurs. Et c'est là que beaucoup se paralysent. Ils croient que se tromper est un signe d'incapacité, alors qu'en réalité, c'est une preuve d'autonomie. Si chaque décision que tu prends dépend de l'approbation externe, tu ne sauras jamais si tu as agi par conviction ou par peur. Le jugement s'affine en prenant de vraies décisions, pas en évitant les risques. Chaque fois que tu décides pour toi, tu renforces la voix que tu étouffais auparavant. Et cette voix devient un guide lorsque le monde devient bruyant. Tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Le monde ne te donnera pas la permission de te faire confiance. Au contraire, beaucoup préféreront que tu continues à douter, car une personne incertaine est facile à manipuler, facile à diriger, facile à modeler. C'est pourquoi la confiance en ton jugement est un acte de rébellion silencieuse. C'est dire « je sais qui je suis et je sais ce que je fais, même si tu n'aimes pas, même si tu ne comprends pas ». Cette attitude dérange ceux qui bénéficient de ton indécision, mais elle renforce ton âme, ce qui est important. Fais confiance à ton jugement, même quand il tremble. Fais confiance à ta perception, même quand les autres ne la partagent pas. Fais confiance à cet instinct qui apparaît avant que tu ne le rationalises. Cet instinct est souvent plus honnête que n'importe quel conseil que tu reçois. Et il ne s'agit pas d'ignorer les opinions utiles, mais de ne pas les placer au-dessus de ta vérité. Écoute, évalue et décide toi-même, parce que si tu échoues, tu corriges, et si tu réussis, tu avances. Mais dans les deux cas, tu grandis à partir de ta propre racine. Lorsque tu retrouves confiance en ton jugement, tu commences à marcher avec une autre posture. Ta voix sonne différemment, tes décisions sont plus fermes, ta présence devient plus solide. Tu arrêtes de te justifier autant, tu arrêtes de demander des explications pour être qui tu es. 4. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Parfois, la vie ressemble à essayer de serrer la main sur de l'eau qui s'échappe entre les doigts. Plus tu serres fort, plus tu la perds rapidement.
C'est l'ironie de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Plus tu t'accroches, plus tu te fais mal. Et pourtant, beaucoup insistent pour lutter contre l'inévitable, pour discuter avec la réalité, pour résister à ce qui est déjà décidé par des forces plus grandes que leur volonté. Cette obstination consomme de l'énergie, du temps et de la paix. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. Accepter n'est pas se rendre, c'est se libérer. La plupart des gens souffrent plus de ce qu'ils imaginent que de ce qui se passe réellement. Ils construisent des scénarios dans leur tête, inventent des dialogues, anticipent des rejets, dramatisent des possibilités. Ils vivent piégés dans un futur qui n'existe pas ou tourmentés par un passé qu'ils ne peuvent plus changer. Cette quantité d'énergie émotionnelle investie dans l'incontrôlable est ce qui épuise l'esprit. Ils essaient de contrôler l'opinion des autres, les sentiments des autres, les décisions des autres, voire le destin des autres. Et chaque tentative se termine par de la frustration, car ce qui ne dépend pas de toi ne répondra jamais à tes désirs. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler ne signifie pas que tu t'en fiches. Cela signifie que tu ne te détruis pas en essayant de forcer ce qui n'est pas entre tes mains. C'est un acte de maturité émotionnelle que de reconnaître la limite entre ta responsabilité et l'indépendance du monde extérieur. Le climat change, les gens changent, les circonstances changent, les liens changent. T'accrocher à ce qui a été ou à ce que tu aimerais qu'il soit ne fait que prolonger la souffrance. La réalité ne perd jamais. Tu perds quand tu exiges qu'elle soit différente. L'ego veut croire qu'il peut tout dominer. Il veut que tout se passe comme il le pense, que la vie obéisse, que les gens agissent comme ils l'espèrent. Mais vivre ainsi, c'est comme marcher avec un verre collé à la poitrine. N'importe quoi te blesse, n'importe quel changement te brise, n'importe quel rejet te déstabilise. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler, c'est apprendre à marcher sans ce verre, en comprenant que le monde n'est pas obligé de protéger ta sensibilité et que ta force dépend de ta capacité à t'adapter sans t'effondrer. Le stoïcisme le résume en une idée brutalement claire. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et lâche le reste. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ta discipline, ton caractère, ta réaction, ta conduite, ta posture. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont les opinions des autres, les résultats finaux, les décisions des autres, les changements inévitables, l'impermanence naturelle du monde. Lorsque tu distribues correctement ton énergie, tu récupères du pouvoir. Lorsque tu la gaspilles en essayant de contrôler l'incontrôlable, tu t'affaiblis. Accepter la réalité n'est pas du conformisme, c'est une stratégie. Cela te permet de voir le monde tel qu'il est, pas comme tu voudrais qu'il soit. Cela te prépare à agir avec sérénité plutôt qu'à réagir avec désespoir. Cela te libère de l'envie de prouver, de convaincre ou de manipuler. Cela te concentre sur ta responsabilité, pas sur celle des autres. Lorsque tu acceptes, tu arrêtes de t'épuiser dans des guerres que tu ne peux jamais gagner. Tu arrêtes de te battre avec des ombres. Tu arrêtes de discuter avec le destin. L'acceptation te rend plus stable, plus ferme, plus réaliste. Les personnes qui s'accrochent au contrôle vivent tendues, anxieuses, pendantes à chaque détail. Les personnes qui acceptent coulent, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles comprennent le rythme de la vie. Et cette compréhension donne du pouvoir. 5. Pratique le détachement chaque jour. La vie ressemble beaucoup à une promenade en portant une valise que tu ne vérifies jamais. Un jour, tu l'ouvres et découvres qu'elle est pleine de choses que tu n'as pas choisies, de poids dont tu n'as pas besoin et de souvenirs qui ne t'appartiennent plus. Pourtant, tu continues à la porter, comme si t'en débarrasser signifiait perdre une partie de toi. C'est le problème de l'attachement. Il te convainc que sans ce à quoi tu te cramponnes, tu serais moins, alors qu'en réalité, c'est ce poids qui t'empêche d'avancer. Pratiquer le détachement chaque jour ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais apprendre à reconnaître quand quelque chose a cessé de faire partie de ta croissance. La plupart s'accrochent par peur, pas par amour. Peur d'être seul, peur de se tromper, peur de perdre, peur d'affronter le vide qui reste lorsque tu lâches ce qui te faisait te sentir en sécurité.
Cette peur crée des chaînes invisibles qui te lient à des personnes, des situations, des croyances et des habitudes qui n'ont plus de sens dans ta vie. Et plus tu t'accroches, plus tu t'épuises, car rien n'est conçu pour être éternel. La vie bouge, change, tourne. Celui qui ne lâche pas stagne. Le stoïcisme comprend le détachement comme une discipline quotidienne, pas comme un acte occasionnel. Cela signifie observer sans possession, apprécier sans obsession, aimer sans dépendance. Cela signifie accepter l'impermanence comme une partie naturelle de l'ordre du monde. Vouloir contrôler la permanence de quelque chose qui change naturellement est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains. Tu finis seulement frustré et fatigué. Le détachement n'est pas l'absence d'émotion, c'est la présence de clarté. Les gens ont tendance à croire que ce qui est en jeu, c'est de perdre ce qu'ils ont. Mais la vérité est que ce qui est en jeu, c'est de se perdre eux-mêmes. Quand tu t'accroches à une relation qui ne te donne plus la paix, tu te perds. Quand tu maintiens une identité ancienne qui ne te représente plus, tu te perds. Quand tu insistes pour maintenir des habitudes qui te nuisent, tu te perds. Le détachement t'oblige à te demander « Est-ce que cela me sert ou me consomme ? Est-ce que cela me donne de la force ou me affaiblit ? Est-ce que cela me rapproche de mon but ou m'en éloigne ? Si la réponse ne te favorise pas, le chemin est de lâcher prise. Te détacher ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela signifie que tu ne te détruis pas. C'est comprendre que tu peux aimer sans posséder, que tu peux profiter sans t'accrocher, que tu peux apprécier sans contrôler. C'est choisir la liberté plutôt que l'illusion de stabilité. Les personnes qui ne pratiquent pas le détachement vivent en portant un poids émotionnel étranger, des attentes d'autres personnes, des promesses qui n'étaient pas les leurs, des souvenirs qui ont déjà expiré. Cela érode l'identité. C'est pourquoi tant de gens ne savent pas qui ils sont. Ils sont définis par ce qu'ils tiennent, pas par ce qu'ils choisissent. Pratiquer le détachement chaque jour implique de réviser ton intérieur avec la même discipline que tu révises un espace physique. Te demander ce qui doit rester et ce qui doit partir. Décider fermement. Ne pas t'accrocher au passé simplement parce que tu le connais. Ne pas rester là où tu ne grandis plus. Ne pas insister là où il n'y a plus de réciprocité. Et même si cela fait mal, lâcher prise est un acte d'amour-propre. C'est dire à ton âme qu'elle mérite de l'espace, de la clarté et de la légèreté. Le détachement signifie aussi ne pas dépendre du résultat. Tu fais ta part, tu agis avec vertu, tu donnes ton effort et ensuite tu laisses la vie faire son travail. Si cela a bien tourné, tu avances. Si cela a mal tourné, tu apprends. Mais tu ne te détruis pas en essayant de forcer un dénouement qui ne dépend pas de toi. Cet équilibre te donne la paix. Si tu pratiques le détachement chaque jour, tu deviens plus léger, plus libre, plus conscient. Tu laisses de la place pour que le nouveau entre et tu permets à ce qui a accompli son cycle de sortir. Le détachement ne te prend pas, il te clarifie. 6. Utilise le silence comme pouvoir. Le monde moderne est comme une salle pleine de micros ouverts où tout le monde parle en même temps, essayant de prouver quelque chose, de défendre quelque chose, de paraître quelque chose. Au milieu de ce bruit, le silence devient une arme que très peu savent manier. Ce n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de contrôle. C'est comme éteindre toutes les lumières pour voir clairement ce que la brillance cachait auparavant. Quand tu décides de te taire, tu ne perds pas de force, tu retrouves ta direction. Utiliser le silence comme pouvoir ne signifie pas devenir distant. Cela signifie arrêter de réagir impulsivement. La plupart des gens répondent sans réfléchir, parlent pour combler les vides, discutent pour gagner, justifient pour ne pas se sentir exposé. Ce bruit émotionnel t'affaiblit parce qu'il montre que tu es encore gouverné par l'impulsion de prouver. Une personne qui se sent en sécurité n'a pas besoin d'expliquer chaque décision ni de défendre chaque mouvement. Son silence dérange parce qu'il révèle qu'elle n'est pas piégée dans le besoin de convaincre quelqu'un. Le silence expose aussi des vérités que les mots cachent. Quand tu te tais, tu observes qui est désespéré de te manipuler, qui est contrarié de ne pas te contrôler, qui projette son bruit sur ton calme. Tu découvres des dynamiques que tu ne voyais pas avant.
Tu découvres que beaucoup se nourrissaient de ta réaction, de ton effort pour clarifier, de ton besoin de résoudre. Quand tu imposes le silence, tu leur enlèves cette nourriture. Et c'est là que tu retrouves le pouvoir, non pas à partir de l'agressivité et du cri, mais à partir de la fermeté de ne pas entrer dans des jeux inutiles. Le stoïcisme comprend le silence comme la base de l'autocontrôle. Les émotions intenses veulent te pousser à parler immédiatement, à répondre rapidement, à te défendre sans réfléchir. Mais cette impulsion te nuit presque toujours. Le silence te permet de créer cet espace sacré entre le stimulus et la réponse, ce petit instant où tu décides qui tu es vraiment. Tu ne réagis pas, tu choisis. Tu n'exploses pas, tu évalues. Tu ne te rabaisses pas, tu te positionnes. Et cette capacité vaut plus que tout discours impulsif que tu pourrais donner. Le silence protège aussi ton énergie. Quand tu parles trop, tu donnes des informations que d'autres peuvent utiliser contre toi. Quand tu expliques trop, tu ouvres des portes que tu n'avais pas besoin d'ouvrir. Quand tu discutes avec quelqu'un qui n'écoute pas, tu perds du temps. Garder le silence n'est pas perdre la conversation, c'est choisir quelle bataille valent ta voix. Et la réalité est que très peu le méritent. Tous les commentaires n'ont pas besoin de réponse, toutes les provocations n'ont pas besoin de réaction. Toutes les critiques n'ont pas besoin d'explication. La plupart se dissolvent d'elles-mêmes si tu ne les alimentes pas. Utiliser le silence comme pouvoir signifie aussi t'écouter davantage. Quand le bruit externe baisse, tes pensées deviennent plus claires, ton intuition plus nette, ta vision plus précise. Tu deviens moins vulnérable à la manipulation et plus conscient de tes émotions réelles. Tu te rends compte que souvent tu as parlé pour éviter de ressentir, pour éviter de te confronter ou pour maintenir une image. Dans le silence, ces masques tombent, et même si cela te dérange, cela te rend plus honnête avec toi-même. Le silence redéfinit aussi ta présence. Un mot dit par quelqu'un qui sait se taire pèse plus que 100 mots de quelqu'un qui parle sans contrôle. Les gens prêtent attention à celui qui n'est pas désespéré d'être entendu. Le calme est intimidant quand il vient de quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par le bruit émotionnel des autres. C'est le pouvoir du silence. Il ne crie pas, mais il s'impose. Il ne menace pas, mais il fixe des limites. 7. Reste cohérent avec toi-même. La vie ressemble à marcher sur un pont de verre. Chaque pas que tu fais laisse une marque, et ces marques forment le reflet de qui tu es vraiment. Certaines personnes avancent en laissant des empreintes fermes, droites, transparentes. D'autres laissent des fissures, des contradictions, des fragments brisés qui ne s'emboîtent pas. Cette différence n'a rien à voir avec la chance ou la personnalité, elle a à voir avec la cohérence. La cohérence est ce pont invisible qui soutient ton identité quand tout le reste tremble. Rester cohérent avec toi-même n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. La plupart des gens parlent de ce qu'ils veulent être, mais vivent en agissant dans la direction opposée. Ils veulent la paix, mais cherchent le conflit. Ils veulent le respect, mais se rabaissent pour s'intégrer. Ils veulent la liberté, mais suivent des modèles qui les enchaînent. Cette distance entre ce que tu dis et ce que tu fais est ce qui te retire force, clarté et stabilité. Tu ne peux pas construire une vie solide si chaque décision contredit tes valeurs. Tu ne peux pas te sentir en paix si tu te trahis toi-même en silence. L'incohérence naît de la peur. Peur de perdre quelqu'un, peur d'être jugé, peur de te tromper, peur de te sentir différent. Pour éviter cette peur, les gens se mettent à l'aise, s'adaptent, deviennent des versions diluées d'eux-mêmes. Mais ce confort est cher, car il t'oblige à mener une double vie, celle que tu vis à l'extérieur et celle que tu sais que tu devrais vivre à l'intérieur. Et cette double vie finit par être épuisante, elle finit par être vide, elle finit par être fragmentée. Le stoïcisme enseigne que la cohérence est le véritable pouvoir d'un être humain, non pas parce qu'elle te rend parfait, mais parce qu'elle te rend réel. Tes paroles comptent quand tes actions les soutiennent. Ta présence inspire quand ton comportement coïncide avec tes principes. Ta valeur grandit quand tu ne te vends pas pour l'acceptation et que tu ne te contredis pas par peur. La cohérence crée le respect même de ceux qui ne partagent pas ta vision.
Parce que les gens reconnaissent quand quelqu'un vit à partir d'un centre solide et non pas du besoin de plaire. Être cohérent ne signifie pas être rigide, cela signifie être honnête. Si tu dis que quelque chose ne te plaît pas, agis en conséquence. Si quelque chose te fait mal, fixe des limites. Si quelque chose ne te sert plus, lâche-le. Si tu promets, tiens ta promesse. Si tu décides, soutiens. Si tu avances, avance sans t'excuser d'occuper ton propre chemin. L'incohérence apparaît dans ces petits gestes où tu te trahis sans t'en rendre compte. Chaque « ça va » quand ça ne va pas. Chaque « ça n'a pas d'importance » quand ça en a. Chaque « il ne se passe rien » quand il se passe quelque chose. Ces petites concessions détruisent plus que n'importe quel coup extérieur. Rester cohérent avec toi-même implique aussi de savoir dire non. Non à ce qui te détourne, non à ce qui t'affaiblit, non à ce qui te fait agir contre ton jugement. Un non ferme vaut plus que 1000 oui désespérés. Les gens qui ne savent pas dire non finissent par vivre une vie qu'ils ne voulaient pas, pris au piège dans des engagements qu'ils n'ont pas choisis. La cohérence coupe ce cycle, te recentre et t'oblige à agir selon ta vérité, pas selon le besoin de bien paraître. Une autre partie fondamentale de la cohérence est l'autocorrection. Personne n'est parfait, mais celui qui est cohérent reconnaît quand il a échoué et ajuste le cap sans excuse. Il ne se justifie pas, n'invente pas d'histoire, ne se cache pas derrière l'orgueil. Il se regarde en face et dit « Cela n'était pas à la hauteur de ce que je suis ». Et je le corrige. Ce courage crée un caractère fort, stable, fiable. La cohérence n'est pas quelque chose que l'on dit, c'est quelque chose que l'on voit. On la remarque dans ta posture, dans ton silence, dans tes limites, dans ta façon de parler, dans ta capacité à soutenir des décisions, même quand d'autres doutent de toi. 8. Renforce ton indépendance émotionnelle. L'esprit humain est comme un terrain fertile, où tout peut pousser, mais trop de personnes laissent les autres décider quelles graines y sont plantées. Un commentaire, une réaction, un silence, un regard, et soudain, ton état émotionnel change comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur en toi. Vivre ainsi, c'est comme donner à n'importe qui les clés de ta maison intérieure. Tu restes à attendre que les autres prennent soin de ta paix. Et cette attente te rend otage des émotions des autres. L'indépendance émotionnelle est le contraire. C'est reprendre la propriété absolue de ton monde intérieur. Renforcer ton indépendance émotionnelle ne signifie pas arrêter de ressentir, cela signifie arrêter de dépendre. La plupart confondent affection avec attachement, empathie avec absorption, connexion avec dépendance. Et quand tu mélanges ces concepts, tu finis par vivre à travers les réactions des autres. Si on te valorise, tu te sens bien. Si on t'ignore, tu t'effondres. Si on te fait des éloges, tu montes. Si on te critique, tu tombes. Ce manège émotionnel épuise l'âme parce que tu t'habitues à te réguler à travers l'extérieur. Mais la véritable stabilité ne vient pas de l'environnement. Elle vient de ce que tu peux soutenir en toi. Le stoïcisme le comprend avec une clarté brutale. Ta paix est ta responsabilité, pas un cadeau que les autres te donnent. Celui qui contrôle ta réaction contrôle ta vie. C'est pourquoi l'indépendance émotionnelle commence par reconnaître ce qui te gouverne. Demande-toi ce qui t'affecte, qui a trop de pouvoir sur ton humeur, quelle situation te déstabilise, quelle parole te tire vers le bas. Non pas pour blâmer, mais pour identifier où tu perds de la force. La dépendance émotionnelle est une fuite constante d'énergie, et la plupart ne savent même pas qu'ils l'ont ouverte. L'indépendance émotionnelle implique aussi de ne rien prendre personnellement. Les gens agissent en fonction de leurs blessures, pas de ta valeur. Tu ne peux pas interpréter chaque geste comme une attaque, ni chaque distance comme un rejet. La vie des autres ne tourne pas autour de tes attentes. Si tu prends tout personnellement, tu vis en alerte, interprétant des menaces là où il n'y en a pas, cherchant du sens dans des comportements qui n'ont rien à voir avec toi. Cette interprétation constante te lie à une narration qui n'appartient pas à ta réalité. Renforcer ton indépendance émotionnelle implique d'apprendre à traiter tes émotions sans chercher à ce que les autres les valident. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre confirme que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens.
Tu n'as pas besoin d'être approuvé pour pleurer, pour te mettre en colère, pour poser des limites, pour dire stop. Quand ton état émotionnel dépend des autres, tu deviens manipulable. Quand il dépend de toi, tu deviens inébranlable. Le silence intérieur fait aussi partie de cette indépendance. Avant de répondre, avant de supposer, avant de réagir, donne-toi ce moment pour te demander si ta réaction provient de ton jugement ou de ta blessure. Les blessures répondent rapidement, avec impulsivité et besoin. Le jugement répond fermement, de manière stable et cohérente. Cette différence définit ta liberté émotionnelle. Une personne qui se gouverne ne s'effondre pas à cause d'un rejet, ni ne s'élève à cause d'un éloge. Elle reçoit les deux avec équilibre, car sa valeur n'est pas négociable. Ton bien-être ne peut pas dépendre des fluctuations des tiers. Ta stabilité ne peut pas être un reflet de l'intensité émotionnelle de l'environnement. Lorsque tu renforces ton indépendance émotionnelle, tu commences à vivre avec posture, avec clarté et avec dignité. Ta vie ne change pas jusqu'à ce que tu en aies assez, jusqu'à ce qu'un jour tu te regardes en face et reconnaisses que tu ne peux plus être la même version faible, distraite et brisée que tu as laissé exister pendant des années. C'est le point de rupture. Ce moment où tu comprends que, si tu ne prends pas le contrôle maintenant, personne ne le fera pour toi. Et je le dis sans fioriture, ta vie restera la même si tu continues à agir de la même manière. La transformation commence lorsque tu acceptes une vérité inconfortable. Tu es responsable de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. Pas tes parents, pas ton passé, pas tes peurs. Toi. Et je sais que ça fait mal de l'entendre, mais c'est aussi ce qui te libère. Parce que lorsque tu comprends que tout dépend de toi, l'excuse cesse d'exister. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent une motivation bon marché. Elle est pour ceux qui veulent vraiment changer. Pour ceux qui sont prêts à abandonner des habitudes médiocres, des pensées toxiques, des comportements répétitifs et l'éternelle habitude de se saboter. Elle est pour ceux qui sont prêts à se briser de l'intérieur si cela signifie se reconstruire plus fort. Tu vas entendre 8 leçons qui ne cherchent pas à te faire sentir bien, mais à te réveiller. Elles vont te déranger. Elles vont te demander. Elles vont te confronter à la personne que tu es et à la personne que tu devrais être. Et si tu décides de les écouter avec honnêteté, tu vas commencer un processus que très peu ont le courage de commencer. Laisser derrière toi ton moi brisé pour devenir quelqu'un de discipliné, conscient, émotionnellement solide et maître de lui-même. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour renaître. Et cette renaissance commence aujourd'hui. Si tu es prêt à arrêter de fuir de toi-même et à prendre le contrôle sans excuse, alors oui, reste. Parce que ce n'est pas un message pour te divertir, c'est un message pour te transformer. 1. Prends le contrôle de ta vie. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des passagers assis à l'arrière d'une voiture qu'ils devraient eux-mêmes conduire. Ils regardent par la fenêtre comment les jours, les années, les opportunités passent, mais ils ne touchent jamais le volant parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre devrait s'en charger. C'est la métaphore parfaite d'une vie sans contrôle, une vie où tu existes, mais tu ne diriges pas, où tu respires, mais tu ne décides pas, où tu survis, mais tu ne construis pas. Et la vérité est dure, mais simple. Tant que tu resteras assis sur ce siège, ta vie ne sera jamais la tienne. Prendre le contrôle de ta vie signifie arrêter d'attendre que le monde change pour toi, arrêter d'attendre que les circonstances s'adaptent à tes désirs, arrêter de blâmer des facteurs externes pour ce que tu ne fais pas. La plupart des gens sont piégés dans une mentalité de victime sans s'en rendre compte. Ils pensent que leur malheur vient des autres, de leur environnement, de leur passé, de leur malchance, de leur génétique, de leur histoire. Et bien que tout cela ait une influence, rien de tout cela ne justifie l'inaction. Un stoïcien le comprend clairement, même s'il n'a pas demandé son histoire, il est responsable de ce qu'il en fait. Quand tu ne prends pas le contrôle de ta vie, quelqu'un d'autre le fait pour toi. La société, la famille, les attentes, le confort, la dopamine, les distractions, les peurs,
Tous deviennent des conducteurs qui t'emmènent vers des destinations que tu n'as pas choisies. Mais quand tu décides de reprendre le volant, tu retrouves ta direction, ton identité et ton but. Cette étape n'est pas une motivation vide, c'est un acte de discipline psychologique. Cela implique de regarder en face tout ce que tu as permis, tout ce que tu as ignoré, tout ce que tu as reporté, tout ce que tu as accepté même en sachant que cela te faisait du mal. Prendre le contrôle, c'est reconnaître que blâmer quelqu'un d'autre ne te sert plus à rien. Celui qui prend le contrôle assume quelque chose d'important. La vie que tu as aujourd'hui est le résultat de tes décisions, de tes actions et de tes excuses. Rien ne change jusqu'à ce que tu comprennes cela. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu l'acceptes. Contrôler ne signifie pas rigidité. Cela signifie direction consciente. Cela signifie te demander chaque jour ce que tu construis, ce que tu permets, ce que tu renforces et ce que tu détruis sans t'en rendre compte. La vie ne se transforme pas avec des désirs. Elle se transforme avec des décisions inconfortables, répétées tous les jours. La réalité est que le contrôle ne se sent pas glorieux au début. Il se sent lourd, il exige une honnêteté brutale, il exige de cesser d'utiliser le passé comme refuge, il exige d'abandonner les anciennes narrations qui te décrivent comme incapable. Quand tu prends le contrôle, tu te rends compte que tu n'as pas autant de défauts que tu le pensais. Tu as seulement des habitudes, des schémas et des pensées que tu n'as jamais remises en question. Et si tu les remets en question, ils changent. Si ils changent, tu changes. Le contrôle commence dans l'esprit, continue dans les décisions et se consolide dans la discipline. Prendre le contrôle signifie aussi corriger le cap chaque fois que tu dévies. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches l'engagement. Tu ne cherches pas la motivation, tu cherches la constance. Les gens forts n'ont pas des vies parfaites, ils ont des vies contrôlées. Ils ne se laissent pas emporter par leurs impulsions, par leurs peurs ou par l'inertie de l'environnement. Ils choisissent, ils décident, ils agissent même s'ils n'en ont pas envie. C'est la différence entre une vie construite et une vie accidentelle. Si tu veux te transformer, c'est la première étape et la plus difficile. Prends le contrôle de ta vie et arrête de donner ton pouvoir. Récupère le volant. Dirige ta route. Cette fois, c'est toi qui décides où tu vas, et cette fois, tu ne vas pas freiner. 2. Agisse sans dépendre de tes envies. Il y a des jours où ton esprit est comme une porte lourde qui ne veut pas s'ouvrir. Tu pousses un peu et elle ne bouge pas. Tu pousses à nouveau et elle reste la même. Et il arrive un moment où tu te convaincs que si la porte ne s'ouvre pas facilement, alors ce n'est pas le moment. C'est le piège de la motivation. C'est comme attendre que cette porte s'ouvre d'elle-même. Et si tu dois apprendre quelque chose pour te transformer vraiment, c'est ceci. La vie n'attend pas, les envies n'arrivent pas et le moment parfait n'existe pas. Celui qui n'agit que lorsqu'il en a envie reste coincé là où il est. Agir sans dépendre de ses envies signifie comprendre que la discipline est beaucoup plus puissante que n'importe quelle émotion passagère. Les envies sont fragiles, elles se brisent avec la fatigue, le stress, le doute, la peur, l'ennui. La discipline, en revanche, se maintient même lorsque le corps ne veut pas, même lorsque l'esprit invente des excuses, même lorsque la journée est lourde. La personne qui change sa vie n'est pas celle qui se motive, c'est celle qui bouge. C'est celle qui comprend que faire ce qu'il faut faire ne nécessite pas de permission émotionnelle. La plupart des gens vivent à la merci de leurs états internes. S'ils se sentent bien, ils avancent. S'ils se sentent mal, ils s'arrêtent. S'ils sont inspirés, ils créent. S'ils sont démotivés, ils abandonnent. Ce va-et-vient émotionnel transforme leur vie en un cycle interminable de départ et d'abandon. C'est pourquoi il n'y a pas de progrès réel, parce qu'ils n'avancent que lorsque des milliers de conditions externes et internes sont alignées. Vivre ainsi, c'est vivre en réactivité. Un stoïcien le sait, le monde interne est instable, mais l'action ne doit pas l'être. Agir sans envie ne signifie pas ignorer tes émotions. Cela signifie ne pas les laisser décider pour toi. Cela signifie savoir que tu peux te sentir fatigué et quand même t'entraîner, te sentir triste et quand même poursuivre tes objectifs.
avoir peur et quand même faire le pas dont tu as besoin. Non pas parce que tu es en acier, mais parce que tu es engagé dans ta direction. Ton identité change lorsque tes actions cessent de dépendre de ton état émotionnel. Le véritable changement se produit lorsque tu décides d'agir même dans tes pires jours. N'importe qui agit dans ses meilleurs moments. Le problème est que les envies sont addictives. La société te vend l'idée que tout doit se sentir bien, que si cela ne t'excite pas, ce n'est pas pour toi, que si cela ne coule pas, ce n'est pas authentique, que si cela te coûte, ce n'est pas ton chemin. Cette mentalité a détruit plus de rêves que l'échec, parce qu'elle convainc les gens que l'effort est un signal pour se retirer, alors qu'en réalité, l'effort est la preuve que tu avances vers quelque chose qui en vaut la peine. Les envies sont un luxe, la discipline est une obligation. Ta vie change lorsque tu transformes l'action en une décision, pas en un désir. Lorsque tu dis « je le fais parce que j'ai dit que je le ferai », pas parce que je me sens inspiré. Lorsque tu comprends cela, tu deviens imbattable. Parce que tu ne dépends plus des bons ou des mauvais jours, tu dépends de ta volonté. Et la volonté se renforce chaque fois que tu fais quelque chose sans vouloir le faire. C'est le véritable entraînement mental. Agir sans envie jusqu'à ce que ton cerveau comprenne que l'action n'est pas négociable. Si tu veux construire une vie forte, stable et concentrée, arrête d'attendre d'avoir envie. Arrête de chercher des signes. Arrête de donner du pouvoir à ton état émotionnel. Fais ce que tu as à faire, et c'est tout. Non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que tu t'es engagé envers toi-même. La personne qui ne dépend pas de ses envies est celle qui avance vraiment, celle qui change vraiment, et celle qui, avec le temps, devient quelqu'un qui ne se sabote plus, mais qui se respecte. 3. Nettoie ton esprit et ta dopamine. L'esprit humain ressemble beaucoup à un verre embué. Peu importe à quel point tu es brillant, à quel point tu veux avancer ou à quel point ta vision est grande, si le verre est couvert de buée, tu ne vois rien clairement. Tu prends de mauvaises décisions, tu perds ton focus et tu agis par impulsion plutôt que par intention. C'est exactement ce qui se passe lorsque ta dopamine est déréglée, lorsque ton esprit est saturé de stimuli rapides, de récompenses faciles et de micro-plaisirs qui te privent de discipline, de concentration et de direction. Tu n'es pas fatigué, tu es saturé. Tu n'es pas perdu, tu es embrouillé. Et quand l'esprit est embrouillé, toute la vie devient désordonnée. Nettoyer ton esprit et ta dopamine signifie rompre avec la façon automatique dont tu vis. Aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent pas, ils réagissent. Ils ne choisissent pas, ils répondent seulement aux impulsions. Ils ne se déplacent pas par conviction, mais par gratification instantanée. Ils sautent de vidéo en vidéo, d'application en application, de distraction en distraction. Et leur cerveau s'habitue à vivre à un niveau constant de bruit qui lui vole la capacité de se concentrer, d'être présent, de construire quelque chose de réel. Ce n'est pas un hasard si tu as du mal à lire, à penser, à t'asseoir en silence ou à maintenir une seule tâche sans te distraire. Ton esprit est entraîné à ne pas tolérer l'inconfort de la concentration. Quand ton système de dopamine est saturé, tu as besoin de plus en plus de stimulation pour ressentir moins. Et plus tu consommes de stimuli, moins une vie réelle te procure de plaisir. Ton cerveau s'habitue à des micro-décharges constantes et commence à considérer comme ennuyeux tout ce qui nécessite de la patience, de l'effort, de la répétition ou du silence. Et qu'est-ce qui se construit dans la vie réelle? Tout ce qui semble ennuyeux, difficile ou peu stimulant à court terme. C'est pourquoi nettoyer ton esprit est une nécessité psychologique, pas une option. Si tu ne le fais pas, tes objectifs ne te sembleront jamais attrayants parce que ton cerveau est programmé pour préférer des gratifications qui ne te donnent rien en retour. Un stoïcien le comprenait bien, l'esprit a besoin d'ordre, de silence, de concentration et de clarté. Et rien de tout cela n'est possible tant que tu restes esclave d'un cycle de dopamine incontrôlé. Lorsque tu ne nettoies pas ton esprit, ta vie entre dans un état de bruit chronique. Tu perds de l'énergie dans des choses qui n'ont pas d'importance,
tu dépenses de l'attention dans des stimuli qui te drainent et tu deviens dépendant de ce qui te divertit plutôt que de ce qui te transforme. Nettoyer ta dopamine ne signifie pas éliminer tout plaisir. Cela signifie rétablir ta sensibilité, retrouver ta capacité à apprécier la simplicité et reprendre le contrôle de ton esprit. Cela implique de réduire la consommation impulsive de réseaux, de malbouffe, de pornographie, de notifications constantes et de tout ce qui te vole de la concentration sans te donner rien de précieux. Il ne s'agit pas de vivre sans stimuli. Il s'agit de ne pas être contrôlé par le stimulus. Lorsque tu y parviens, l'esprit commence à se stabiliser, l'anxiété diminue et ton énergie revient à toi. Tu arrêtes de vivre dispersé et tu commences à vivre conscient. Le processus est inconfortable au début parce que ton cerveau est habitué à des récompenses rapides. Tu ressentiras de l'anxiété, de l'ennui, du vide, voire de l'irritation. C'est le signe que tu nettoies ton système. Ton cerveau se réajuste, retrouve l'équilibre perdu. Et quand tu passes cette étape, tu te rends compte que ton esprit fonctionne à nouveau comme il le devrait. Tu as plus de clarté, tu prends de meilleures décisions, tu penses plus profondément et tu reprends le contrôle de ton attention, qui est la ressource la plus précieuse que tu as. Nettoyer ton esprit est un acte de respect de soi. C'est dire au monde que tu n'es plus esclave du bruit. C'est retrouver la concentration qui te rend imbattable, et c'est la base de toute transformation réelle. Si ton esprit est propre, ta vie se met en ordre. Si ta dopamine est stable, ta discipline se renforce. 4. Guérisse et actualise ton histoire. La plupart des gens vivent comme s'ils portaient une vieille valise pleine d'objets qui ne servent plus. Ils la traînent jour après jour, même si elle pèse, même si elle gêne, même si elle ne contient que des souvenirs brisés, des culpabilités héritées, des versions anciennes d'eux-mêmes et des récits qu'ils n'ont jamais remis en question. Cette valise, c'est leur histoire, ou plutôt la version obsolète de leur histoire. Car ce n'est pas ce que tu as vécu qui te retient aujourd'hui, c'est l'interprétation que tu continues à répéter. Rien ne change jusqu'à ce que tu décides d'ouvrir cette valise et de sortir ce qui ne te correspond plus. Guérir et actualiser ton histoire, ce n'est pas oublier ni effacer ce qui s'est passé, c'est réécrire le sens que tu lui as donné. Le passé n'existe pas en tant que fait, il existe en tant que récit dans ton esprit. Et ce récit peut se transformer. Le problème, c'est que beaucoup de gens restent coincés dans leur ancienne version, dans ce récit où ils étaient des victimes, où ils ne pouvaient pas, où ils ne savaient pas, où ils se sont trompés, où d'autres les ont blessés. Et ils répètent cette histoire tant de fois qu'ils finissent par croire que c'est leur identité. Ce n'est pas une identité, c'est une mémoire émotionnelle non révisée. La première étape pour actualiser ton histoire est de regarder honnêtement la façon dont tu te la racontes. Te décris-tu comme quelqu'un de brisé, comme quelqu'un marqué par son enfance, comme quelqu'un qui n'obtient jamais ce qu'il veut, comme quelqu'un destiné à souffrir encore et encore? Ce récit te retient. Le passé n'a pas de pouvoir réel sur toi, mais il a le pouvoir que tu lui accordes. Guérir n'est pas un processus magique. C'est un processus inconfortable de confrontation interne. Il faut reconnaître que certaines blessures n'étaient pas de ta faute, mais qu'elles sont ta responsabilité. Que certaines personnes t'ont blessé, mais qu'elles n'ont plus le droit de définir ce que tu fais aujourd'hui. Que certaines de tes décisions étaient incorrectes, mais qu'elles ne sont pas ta sentence. Un stoïcien comprend cela. Ce qui t'est arrivé n'est pas ton identité, c'est ton entraînement. La douleur que tu as survécue ne te rend pas faible, elle t'a rendu conscient. La différence est de savoir si tu utilises cette conscience pour avancer ou pour te justifier. Actualiser ton histoire signifie te permettre de transformer tes blessures en expériences, tes erreurs en clarté et tes traumatismes en leçons. Rien de ce que tu as vécu n'a été en vain si tu l'utilises pour grandir. Mais si tu t'accroches à la douleur comme excuse, tu restes coincé dans la même version.
Beaucoup de gens ne guérissent pas parce qu'ils pensent que, s'ils lâchent le passé, ils perdent quelque chose. Tu ne perds rien, tu récupères ta vie. Tu ne renonces pas à ton histoire, tu renonces à ton interprétation limitée de celle-ci. Le processus implique aussi de te pardonner, non pas par naïveté, mais par maturité. Te pardonner ne signifie pas justifier, cela signifie reconnaître que tu as fait ce que tu pouvais avec la conscience que tu avais à ce moment-là. Et maintenant que tu es différent, tu peux faire quelque chose de différent. L'actualisation se produit lorsque tu te donnes la permission d'être quelqu'un de nouveau sans obligation de répéter qui tu étais. La vérité est la suivante. Personne ne peut avancer en portant une version de lui-même qui est déjà épuisée. Grandir est une actualisation constante. Si ton esprit reste bloqué dans un passé plein de douleur, de culpabilité ou de honte, ton présent sera contaminé par des histoires qui ne reflètent plus qui tu es aujourd'hui. Lâcher le passé n'est pas une trahison envers ton histoire, c'est un respect envers ton futur. Guérir et actualiser ton histoire est l'un des actes les plus puissants que tu peux accomplir. C'est arrêter de voir ta vie à partir de la blessure et commencer à la voir à partir de la responsabilité. C'est reprendre le contrôle narratif de qui tu es. C'est te permettre de renaître sans traîner de fantômes. Ton histoire n'est pas terminée. Elle commence tout juste à être écrite à partir de la conscience. Et c'est toi qui as le crayon maintenant. 5. Entraîne-toi à l'inconfort. Le confort est comme un fauteuil moelleux dans lequel tu restes assis trop longtemps. Au début, c'est agréable, mais ensuite ça engourdit, ça endort, ça ralentit. Et quand tu essaies enfin de te lever, tu découvres que tes muscles ne répondent plus de la même manière. C'est la même chose dans la vie. Le confort prolongé t'affaiblit sans que tu t'en rendes compte. Tu t'habitues à la facilité, à la rapidité, à ce qui ne demande pas d'effort. Et quand vient le moment de faire face à quelque chose de difficile, tu te brises. Le problème n'est pas la difficulté, c'est que tu ne t'es jamais entraîné à la supporter. S'entraîner à l'inconfort n'est pas une jolie phrase, c'est une obligation si tu veux transformer ta vie. Les personnes qui avancent ne sont pas celles qui ont du talent ou de la chance, ce sont celles qui se sont habituées à être inconfortables volontairement. Celles qui ont compris que la force mentale et émotionnelle n'apparaît pas de nulle part. Elle se construit en affrontant des situations que tu préférerais éviter. Un stoïcien le savait. La facilité te rend faible, la difficulté te forme. L'inconfort est le gymnase de l'esprit. Chaque fois que tu choisis quelque chose d'inconfortable, tu renforces une partie de toi. Quand tu te lèves tôt, même si tu n'en as pas envie, quand tu t'entraînes même si tu es fatigué, quand tu dis la vérité même si ça dérange, quand tu fais ce que tu évites, quand tu renonces à un plaisir instantané, quand tu choisis la discipline sur l'impulsion, tu entraînes ta capacité à supporter la vie avec force. L'inconfort ne te détruit pas, il t'entraîne. La plupart des gens fuient l'inconfort. Ils évitent les conversations difficiles, ils évitent les responsabilités, ils évitent les engagements, ils évitent les changements, ils évitent le silence, ils évitent la discipline. Et en évitant tant, ils deviennent des personnes fragiles, incapables de supporter leur propre poids émotionnel. L'inconfort que tu évites aujourd'hui sera la crise qui te frappera demain, parce que ce que tu n'affrontes pas grandit. Et ce qui grandit sans contrôle finit par te dominer. T'entraîner à l'inconfort signifie aussi renoncer à la logique de la gratification immédiate. Nous vivons à une époque où tout est conçu pour éviter l'effort. Nourriture rapide, divertissement instantané, options infinies. Mais ce style de vie détruit ta tolérance à l'effort réel. Ton cerveau devient impatient, anxieux, incapable d'attendre. Et en conséquence, tu abandonnes tout ce qui ne te donne pas une récompense immédiate. Ce n'est pas ainsi qu'on construit une vie forte, c'est ainsi qu'on la détruit. La vérité est que l'inconfort a un pouvoir que personne ne veut admettre. Il t'éclaire, il te nettoie, il t'ordonne. Quand tu es inconfortable, ta vraie nature apparaît. Tu découvres tes limites, tes peurs, tes schémas, et c'est là que tu peux corriger. Personne ne grandit dans le confort parce que le confort n'exige pas de changement.
C'est dans la difficulté que tu trouves la version de toi qui a attendu de sortir. T'entraîner à l'inconfort n'est pas te punir, c'est te préparer. Te préparer pour un monde qui ne te traitera pas avec délicatesse. Te préparer pour des relations difficiles, pour des décisions compliquées, pour des jours où il n'y aura pas de motivation, pour des moments où tu devras te soutenir seul. L'inconfort volontaire te donne un pouvoir que peu de personnes ont, la capacité de résister et d'avancer même quand la vie devient lourde. Fais des choses inconfortables volontairement. Non pas parce que tu veux souffrir, mais parce que tu veux te renforcer. Prends des douches froides, laisse ton téléphone quand ton cerveau te le demande, sors te promener sans musique, accomplis des tâches sans distraction, entraîne-toi sans excuse, parle quand il serait plus facile de se taire, dis-toi la vérité même si ça fait mal. Chaque action inconfortable est un investissement dans ton caractère. Si tu veux devenir quelqu'un de fort, discipliné et maître de sa vie, ne cherche pas le confort. Cherche-le seulement quand tu l'as gagné. En attendant, choisis l'inconfort qui te construit. Parce que celui qui s'entraîne dans la difficulté devient invincible dans le quotidien. 6. Construis des habitudes solides et simples. La vie ressemble beaucoup à un bâtiment. Peu importe sa taille, si les fondations sont faibles, tôt ou tard, il s'effondrera. Et le plus curieux, c'est que ces fondations ne sont pas construites avec de grandes décisions héroïques ou des moments épiques. Elles sont construites avec de petites actions répétées, avec des habitudes simples qui soutiennent ta journée même lorsque tu n'as pas d'énergie, de motivation ou de clarté. Tes habitudes sont la base de ton destin, et si tu ne les conçois pas consciemment, tu finiras par vivre dans une structure qui ne peut pas supporter ton propre poids. Construire des habitudes solides et simples ne signifie pas concevoir une vie parfaite, mais une vie durable. C'est comprendre que la véritable transformation ne dépend pas de ce que tu fais une fois, mais de ce que tu fais tous les jours. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils recherchent des habitudes compliquées, des routines exagérées, des changements énormes. Ils pensent qu'ils ont besoin de se réinventer d'un seul coup et tout ce qu'ils parviennent à faire, c'est s'épuiser. Une habitude forte ne naît pas de l'intensité mais de la constance. Et la constance n'est possible que lorsque ce que tu fais est simple, clair et réaliste. La simplicité n'est pas médiocrité, c'est stratégie. Une habitude simple est respectée même dans les pires jours. C'est pourquoi elle fonctionne, c'est pourquoi elle transforme, c'est pourquoi elle change ton identité. Une promenade quotidienne, un journal de 5 minutes, 10 minutes de lecture, un repas sain par jour, 20 minutes d'entraînement. Ce sont de petits éléments qui semblent insignifiants, mais ensemble, ils construisent une structure mentale et émotionnelle qui te soutient à long terme. La clé est de comprendre que tes habitudes te forment même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Lorsque tu répètes une action tous les jours, ton cerveau commence à la reconnaître comme faisant partie de ton identité. Chaque fois que tu respectes une habitude, tu envoies un message silencieux à ton esprit « Je peux me faire confiance ». Cette confiance est la base de la discipline. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses pour te sentir fort. Tu as besoin de faire de petites choses tous les jours pour te prouver que tu tiens tes promesses. La plupart des gens veulent se transformer, mais sans changer leur routine. Et c'est impossible. Si ta journée reste la même, tu restes le même. Le vrai changement n'a pas lieu dans ton esprit ou dans ton imagination. Il a lieu dans ton calendrier, dans tes matins, dans tes nuits, dans la façon dont tu manges, t'entraînes, penses et décides. Tes habitudes déterminent ton avenir avec plus de précision que tes désirs. C'est pourquoi un stoïcien concentrait sa discipline sur la répétition quotidienne. Il savait que la constance est plus puissante que l'inspiration. Tu dois aussi éliminer les habitudes qui t'affaiblissent, pas seulement construire celles qui te renforcent. Dormir mal, utiliser le téléphone comme échappatoire, manger par anxiété, procrastiner de petites tâches, remplir ton esprit de déchets numériques. Ces habitudes sont comme des termites silencieuses qui détruisent ta structure de l'intérieur. Tant que tu ne les remplaces pas par des habitudes solides, ta transformation sera fragile. Construire des habitudes solides et simples implique également de les protéger.
Cela signifie que, même si tu as une mauvaise journée, ton habitude minimale est respectée. Même si tu as une journée chargée, ton engagement est maintenu. Même si ton esprit veut t'abandonner, ton action est soutenue. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement, tu as besoin de le faire toujours. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans le talent, mais dans ce qu'elle répète chaque jour. Et souviens-toi d'une chose importante, les habitudes ne construisent pas seulement ta vie, elles construisent ton identité. Une personne disciplinée ne naît pas disciplinée. Elle devient disciplinée parce qu'elle a des habitudes qui s'alignent avec cette identité. Construire des habitudes solides et simples, c'est te modeler de l'intérieur, pas à pas, jour après jour. Si tu veux transformer ta vie, commence par le petit, le simple, le répétable. Construis des habitudes que tu peux maintenir même dans tes jours les plus brisés. 7. Avance sans honte de changer. Un changement personnel ressemble beaucoup à quand un arbre commence à perdre son ancienne écorce. Il ne le fait pas en silence, il ne le fait pas avec élégance, il ne le fait pas en cherchant l'approbation. Il le fait parce que c'est nécessaire. L'ancienne écorce ne le protège plus, ne lui sert plus, ne l'accompagne plus dans sa croissance. Il la laisse tomber même si le processus semble rude, même s'il semble laid, même s'il laisse des parties exposées. Il en va de même pour toi. Pour grandir, tu dois permettre à une version de toi-même de se détacher. Et ce processus n'est jamais parfait, propre ou esthétique. Mais il est réel, et le réel surpasse toujours le confort. Avancer sans honte de changer, c'est comprendre que la transformation personnelle n'est pas conçue pour plaire à personne. Elle est conçue pour te libérer. Beaucoup de gens ne grandissent pas parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser. Peur qu'on dise que tu as changé, que tu n'es plus le même, que tu te crois supérieur, que tu ne rentres plus dans le moule. Mais c'est le piège. Tu restes bloqué pour ne pas déranger des gens qui ne vivent même pas ta vie. Tu te retiens pour ne pas provoquer d'opinions extérieures. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu renonces à ta propre croissance pour maintenir une version que tu ne veux plus être. Un stoïcien comprenait que l'opinion des autres ne définit pas ton chemin. Ce qui définit ton chemin, ce sont tes décisions, ton caractère, ta capacité à avancer même quand le monde veut que tu restes le même. La honte du changement est un poison silencieux. Elle te fait demander la permission pour t'améliorer. Elle te fait avancer avec peur. Elle te fait cacher tes réussites, tes nouvelles habitudes, tes objectifs, ta discipline. Elle te fait réduire ta grandeur pour ne pas susciter de commentaires. Le changement dérange ceux qui ne sont pas prêts à changer eux-mêmes. C'est pourquoi ils critiquent, c'est pourquoi ils remettent en question, c'est pourquoi ils essaient de minimiser ton processus. Ils ne le font pas parce que tu es dans l'erreur. Ils le font parce que ton évolution leur rappelle tout ce qu'ils continuent de remettre à plus tard. Ton avancement est un miroir que les gens évitent. C'est pourquoi tu dois avancer sans honte, sans te justifier, sans baisser la tête. Ta vie est à toi, et ta croissance n'a pas besoin d'approbation. Changer implique de mourir un peu, de laisser derrière soi les vieilles identités, de renoncer à des habitudes qui te définissaient auparavant, de rompre avec des lieux qui ne t'apportent plus rien, de te séparer de personnes qui préfèrent te voir stagner. C'est un processus brut et parfois solitaire, mais ce que tu obtiens est bien plus grand, une version de toi plus consciente, plus forte, plus claire. La honte n'apparaît que lorsque tu attends que les autres comprennent ton processus. Arrête de le faire. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu as besoin de te respecter. Chaque fois que tu t'arrêtes à cause de la honte du changement, tu dis à ton esprit que l'opinion extérieure vaut plus que ton évolution intérieure. Et c'est une trahison silencieuse de ton propre potentiel. Avancer sans honte, c'est te choisir, même quand personne ne t'applaudit. C'est soutenir ton processus, même quand les autres se moquent. C'est continuer, même quand on te dit que tu exagères, que tu n'es pas toi, que tu changes trop. Bien sûr que tu changes beaucoup, c'est pour cela que tu travailles. Celui qui veut vraiment se transformer doit accepter cela. La croissance ne semble pas belle au début.
Elle semble maladroite, elle semble étrange, elle semble différente, elle semble inconfortable. Mais après, quand tu regardes en arrière, tu comprends que chaque pas était nécessaire. Tu ne peux pas être la même personne et espérer des résultats différents. Tu dois donner la permission à ta nouvelle version d'exister, de se renforcer et de prendre sa place. 8. Honore ton évolution personnelle. Un processus d'évolution ressemble beaucoup à l'escalade d'une montagne à l'aube. Personne ne te voit, personne ne t'applaudit, personne ne célèbre chaque pas que tu fais dans l'obscurité. Tu n'entends que ta respiration, tu sens le froid, tu trébuches, tu te relèves, tu avances en silence. Et quand enfin le soleil se lève et que tu arrives à un point plus élevé, c'est seulement alors que le monde remarque que tu es à un niveau différent. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que le véritable mérite n'est pas dans la vue d'en haut, il est dans tout le chemin que personne n'a vu. Ton évolution fonctionne de la même manière. La partie précieuse n'est pas le résultat final, mais les décisions silencieuses que tu as prises lorsque personne ne regardait. Honorer ton évolution personnelle, c'est reconnaître la valeur de ton propre processus. C'est comprendre que chaque pas que tu as fait, même ceux qui semblaient petits ou insignifiants, faisaient partie du chemin qui t'a amené jusqu'ici. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils attendent l'approbation externe. Ils ont besoin que les autres reconnaissent leur discipline, leur changement, leur guérison, leur progrès. Et en ne recevant pas de validation, ils ont l'impression que leur croissance ne vaut rien. Cette pensée détruit l'essence de la transformation. Ton évolution n'a pas besoin de spectateurs pour être réelle. La vérité est que la plupart ne te reconnaîtront pas, non pas parce qu'ils ne te valorisent pas, mais parce qu'ils sont trop occupés à essayer de comprendre leur propre chaos. Et d'autres, pour être francs, ne veulent pas voir ta croissance parce que ton avancement leur rappelle tout ce qu'ils continuent d'éviter. Donc, si tu attends des applaudissements, tu resteras bloqué toute ta vie. Ta transformation doit être validée par toi et non par quelqu'un d'autre. Honorer ton évolution implique de cesser de minimiser tes progrès. Arrêtez de dire « ce n'est pas grand-chose, n'importe qui peut le faire, il me reste encore beaucoup à faire ». Te minimiser est la façon la plus silencieuse de saboter ta croissance. Chaque petite victoire est une preuve que tu changes ton identité. Et ton identité se construit à partir de ces petites preuves. Cela signifie aussi respecter ton rythme, ne pas te comparer aux autres, ne pas te sentir inférieur parce que quelqu'un avance plus vite, ne pas te sentir supérieur parce que quelqu'un avance plus lentement. L'évolution personnelle n'est pas une compétition, c'est une construction interne, intime, personnelle. Chaque personne porte une histoire différente et chaque histoire a un poids différent. Honorer ton évolution, c'est te donner la permission d'avancer à ta manière. Un autre aspect important est de reconnaître que ta croissance mérite des limites. Lorsque tu commences à évoluer, il y a des gens qui essaieront de te pousser vers ton ancienne version. Non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle leur était plus confortable. Honorer ton évolution implique de la protéger, dire non, mettre de la distance, fermer des portes, accepter que ton avancement ne convient pas partout. L'authenticité a un prix, mais aussi une récompense. Elle t'apporte la paix. Honorer ton évolution signifie aussi maintenir ton standard, même lorsque personne ne te surveille. Ne pas revenir à de vieilles habitudes simplement parce que c'est plus facile. Ne pas reculer simplement parce que quelqu'un te critique. Ne pas te trahir simplement pour plaire. L'évolution personnelle n'est pas un spectacle, c'est une responsabilité envers toi-même. Et le plus important, honorer ton évolution, c'est te regarder dans le miroir et reconnaître qui tu commences à être. Non pas avec arrogance, mais avec gratitude. Non pas avec l'ego, mais avec clarté, parce que si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par chance. C'était grâce à la discipline, à la confrontation, au courage. C'était grâce à tout ce que tu as fait en silence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.